Bien, bonjour à tous. Alors, on va commencer, effectivement, on est un petit peu en retard sur le programme. Moi, je vais vous parler d'un phénomène que vous devez connaître, une expression que j'entends quasiment tous les jours au travail. Pourtant, ça marchait en dev. L'expression anglaise « It works on my laptop », ça veut dire exactement la même chose. Alors d'abord, en fait, je voudrais resituer de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler de tous les problèmes que vous avez pu rencontrer en production. Vous auriez pu les éviter avant en anticipant la plupart des problèmes. Donc, je vais essayer de vous en citer quelques-uns. Je vais essayer de vous donner quelques solutions. Au départ, c'est un speech que je donne normalement en 1 heure, mais on a que 20 minutes. Donc j'ai décidé de parler 3 fois plus vite. Ou en fait non, plutôt je vais malheureusement devoir un petit peu couper. Il va y avoir quelques portes ouvertes, des choses que vous avez déjà vues. Ça vaut le coup de les resituer. Je vais essayer de vous donner un maximum de retours d'expérience avec des petits points sur des choses auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Mes compétences sur du PHP MySQL, donc je vais avoir beaucoup d'exemples là-dessus, et ça va être sur des exemples qui sont effectivement énormément orientés web, mais pour les bonnes pratiques, ça peut s'adapter pour à peu près tout. Alors, juste en quelques mots, donc qui je suis, donc Olivier Doucet, je suis fondateur d'Oxeva. C'est une société d'hébergement infogéré en infogérance totale, et c'est dans ce cadre-là que j'accompagne tous nos clients sur le déploiement de leur code et sur également beaucoup de conseils là-dessus. J'ai monté cette boîte il y a 10 ans et je suis en charge de l'exploitation. De par les savoir-faire qu'on a en interne, on a une forte expertise PHP MySQL. Je vais essayer de vous partager pas mal de points là-dessus. Et j'anime des conférences et quelques formations, notamment sur ces deux technologies. Alors voilà, des choses que j'ai déjà entendues. Mon site est lent, il n'y avait pas de souci en dev. Le paiement ne fonctionne plus sur mon site e-commerce. Je l'ai déjà entendu, c'est quand même un tout petit peu gênant. Et mon développeur a voulu modifier cette fonctionnalité super simple, ça marche plus, ça doit venir du serveur. Normal, je suis un hébergeur, donc j'aime pas entendre ce genre de choses, mais on est tout le monde. Ou la base de données plante sans arrêt. Ça, c'est des choses que vous avez sûrement déjà dit ou entendu. Alors, la première notion, c'est la notion d'environnement. Normalement, je ne suis pas censé vous apprendre, je ne vais pas vous expliquer tout ce diagramme, on n'a malheureusement pas le temps. C'est super compliqué, on s'en moque. C'est quoi les choses importantes ? C'est qu'avant la production, normalement, vous avez dû pouvoir éprouver le code dans plusieurs environnements. Tout d'abord, la partie développement. La partie développement, normalement, c'est un environnement par développeur chez vous. Le but, c'est que ce soit très agile pour lui, de faire des modifications, tester son code. Pouvoir faire 15 modifications dans la minute, il faut que ce soit hyper efficace. En général, on peut héberger ça sur chaque machine du développeur ou en stockage centralisé, mais il faut que ça aille vite. Il ne faut pas qu'il y ait des uploads de fichiers, il ne faut pas qu'il y ait des opérations lourdes. Chaque développeur a sa base de données séparée, ses outils, tous les outils de debugging activés possibles, des logs en mode très verbeux. Il faut qu'ils puissent avancer vite. Ensuite, on a la phase d'intégration, ou aussi testing. C'est là où on va mettre en commun le code qui a été fait par tout le monde. Donc si vous avez une grande équipe, en général, chaque développeur va bosser sur une toute petite partie de l'application. Donc là, on va mettre tout en commun. Et c'est aussi là qu'on va lancer, évidemment, ce qu'on appelle les tests unitaires. Je vais vous en parler, vous les utilisez déjà sûrement, mais je vais vous donner quelques tuyaux là-dessus. Et ensuite, la pré-production. Et malheureusement, c'est cette troisième étape qui est souvent oubliée par les plateformes, par les projets. C'est quoi la pré-prod, ou le staging en anglais ? On veut un environnement qui soit le plus proche possible de votre production. Alors évidemment, pas en termes de temps de puissance de calcul, vous ne pouvez pas dupliquer juste pour ça. Mais en termes de configuration logicielle, notamment sur du PHP, du MySQL, il y a beaucoup de tuning qui peuvent influer sur le comportement de votre code. Ce qu'on veut, c'est sur la pré-production, pouvoir vérifier que tout va bien. Donc la pré-production, par exemple, il n'y a plus de log verbeux, il n'y a plus de debug activé, on est vraiment en mode, c'est comme si c'était la prod. Sauf que, heureusement, il n'y a que vous dessus. C'est un peu le dernier rempart avant de mettre quelque chose d'ahurissant en production. On parle de configuration qui s'appelle ISO, configuration identique à la production. Faites attention notamment aux versions des logiciels, sur la prod est en PHP 5.4 et puis le dev en 5.5 ou vice versa. Ou par exemple, vous faites du traitement d'image, ce n'est pas les mêmes versions d'ImageMagick ou de librairie. Faites attention à tout ça. Le dev, c'est normal, c'est notre machine. En pré-production, il faut vraiment que ce soit pareil. Le versionning. Alors le versionning, c'est un grand domaine. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'en font pas du tout? Génial, public d'experts. Le versionning, pour moi, c'est obligatoire, même s'il n'y a qu'une seule personne.
Pourquoi? C'est tout simplement aussi prendre les bonnes habitudes. Moi je l'ai déjà vu sur des équipes de dev, ça commence à 1, et ben c'est pas grave, on versionne le code pour tout seul. C'est à la fois des bonnes habitudes, mais c'est aussi une aide-mémoire importante. Par exemple, il m'est déjà arrivé d'aller fouiller dans des logs d'il y a 2 ans du code que j'avais écrit. J'en trouve une ligne, je comprends pas pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait là. Et ben on va relire tout ça, même si c'est son propre code, au bout de 2 ans, la mémoire est pas infaillible, ça aide. Le versionning, comment ça s'utilise? S'il vous plaît, faites pas de commit jour, comme je le vois malheureusement trop souvent, le commit du soir avant de rentrer chez soi. C'est pas comme ça que ça marche. Normalement, c'est un commit par fonctionnalité. Il m'est déjà arrivé de faire, ou mes équipes, de faire 10 commits dans les mêmes 10 minutes, parce que c'était des petites corrections, une taille de tableau, une petite correction, une petite coquille. C'est pas grave, c'est des choses séparées, vous ne regroupez pas les messages ensemble. Ça vous permet une chose, ça vous permet plus tard, on va aborder les slides suivants, de savoir qu'est-ce qui casse vraiment. Alors que si vous avez fait 10 modifications dans un commit, vous allez le tester, super, il y a une erreur dedans. Maintenant, il va falloir savoir laquelle des 10 modifications a eu cet impact. En message parlant, c'est pour ça qu'en haut de ma slide, j'ai mis une célèbre image de XKCD avec on est tous dev, on l'a tous fait, au bout d'un moment on en a marre de compléter un message de commit, c'est absolument illisible. Et à la fin, on tape AZERTY 8up. J'en ai trouvé dans les changelogs. J'ai dû en utiliser aussi. On reste humain. Il faut essayer de ne pas le faire. C'est quand même une bonne pratique parce que vous allez vous remercier après coup. Sur la langue, on s'en moque. Comme je l'ai mis en Klingon si vous voulez faire Mariole. Essayez de suivre une même langue. Ça va dépendre surtout de l'environnement ou plus exactement de qui va participer à votre projet. Si c'est un projet interne, qu'il n'y a que des développeurs français, honnêtement, tous les logiciels, maintenant, il n'y a plus de problème d'accent. Donc vous pouvez y aller, mettez vos messages de commit en français. Tout le monde sait le lire. Ou alors, si jamais vous savez que vous allez peut-être faire de l'international ou de l'outsourcing, essayez de faire tous vos messages de commit en anglais. Il n'y a pas de bonne pratique. La bonne pratique, c'est plutôt que tout le monde la suive. Choisissez en mode et tenez-vous-y le plus longtemps possible. Sur les concepts de branche et de tag, on pourrait parler des heures là-dessus. Malheureusement, on ne va pas pouvoir élaborer. Dans les grandes lignes, normalement, vous devriez avoir une branche par fonctionnalité pour ensuite devoir la merge, etc., etc. Vous trouverez des très très bonnes documentations sur le sujet, je ne veux pas m'arrêter trop longtemps ici. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est à partir du moment où vous êtes sur votre propre machine, vous développeur, vous avez développé quelque chose, vous êtes à peu près content avec. C'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, c'est utilisable. Vous allez faire votre commit, ça y est, j'ai ma fonctionnalité ou j'ai fait ma correction de bug. Et tout ça, vous allez pouvoir la mettre à disposition des autres développeurs dans la branche testing. Alors justement, les tests, c'est une grande partie. Normalement, vous savez tous, c'est quoi des tests unitaires. Ce qui est important des tests, c'est d'utiliser des vraies données de fixtures. Malheureusement, si vous développiez comme il y a 10 ans, vos données de test, c'était un utilisateur qui s'appelait Toto Titi et l'adresse c'était Tutu. Maintenant, honnêtement, il y a des générateurs de fixtures qui sont très puissants, qui sont capables de vous générer des numéros de téléphone dans des formats français, américains, de vous générer des noms de famille qui sont propres. C'est aussi plus facile pour tester, par exemple, dans des noms de famille ou dans des adresses, on peut mettre des espaces, alors que votre test Tutu, il n'en a pas. Vous pourriez voir que ça peut casser beaucoup de choses. Ça peut aussi vous permettre de faire des démos, parce que les gens au-dessus de vous, ils ont besoin de savoir comment fonctionne le logiciel. Si dans l'interface, il y a des lorem ipsum qui défilent dans des tableaux ou ce genre de choses, c'est pas très agréable à l'œil. Alors que si vous avez des gens du pont qui défilent dans le tableau, on se représente mieux comment réagit votre interface de manière globale. Et c'est pas à vous de les développer, il y a des logiciels qui génèrent ça extrêmement bien, ça s'appelle des fixtures. Utilisez ce qui est utilisé dans votre framework, les Symfony et Zen Framework, etc. ont tous des aides pour les jeux de test. Il faut les utiliser, c'est fait pour. Et tout ça, vous allez pouvoir plugger ça dans des outils comme Jenkins ou Bamboo qui vont lancer vos tests automatiquement sur chaque commit. Comme ça, vous allez savoir un petit peu à quoi ça ressemble. Ce qui est important, donc, c'est cette exécution et surtout anticiper tout bug. Alors maintenant, les tests, qu'est-ce qu'on met dedans? J'insiste, les premiers jeux de tests que vous devez faire, c'est sur vos fonctions les plus basiques. Expérience vraie, en logiciel de comptabilité en ligne, le client est arrivé à avoir une erreur dans le calcul de la TVA, alors que c'est une simple multiplication. On se dit, mais c'est aberrant, comment on peut se tromper dans cette fonction? Eh ben non, ça existe, il y avait une erreur de fraction ou autre. Donc c'est possible. Donc vous dites, c'est des tests simples, c'est forcément 100%. Eh ben, très bien, écrivez-le, ça sera exécuté rapidement et ça vous évitera beaucoup de mal de maux de tête.
Ensuite, des appels un peu plus complexes, évidemment. Donc là, vous allez monter dans la stack de votre logiciel PHP ou d'autres langages. Si vous avez développé une API, ça va être des appels de bout en bout sur est-ce que votre API répond à des bons sets de données, etc. N'oubliez pas les scénarios humains. En fait, c'est quelque chose qui est très souvent oublié. Il existe maintenant des technologies qui sont tout à fait éprouvées, qui vont simuler un vrai navigateur qui va naviguer sur le site comme un humain. Et vous allez pouvoir lui donner des instructions, clique sur le deuxième menu, clique sur, etc. Et vous allez vous rendre compte de plein de choses, notamment sur du développement purement web. Le JavaScript, en général, vous n'avez jamais de jeu de test dessus. Cas dans site e-commerçant, il y avait du JavaScript sur la mise en panier, le JavaScript était cassé. Et ben, pas de test équivalent, donc mise en production, plus de possibilité d'ajouter au panier pour un site e-commerce. Quand même un gros problème. Donc tout ça, ça peut s'anticiper avec un scénario très simple, le premier scénario humain, une mise en panier, un tunnel de paiement mené jusqu'au bout. Ça va vous faire gagner énormément de temps. Vous pouvez également coupler ça du test multinavigateur. Alors là, pour les puristes du graphisme, évidemment, les compatibilités multinavigateurs, c'est toujours de quoi s'arracher la tête. Plutôt que d'avoir 15 fenêtres ouvertes, les jeux de test peuvent aussi vous aider. Vous allez générer des captures d'écran de différents sur vos jeux de test. Vous allez pouvoir tester des choses comme ça. Vous pouvez aussi faire du diff, ça c'est génial. Par exemple, ImageMagick a une fonction compare. Vous lui donnez 2 images et il va vous mettre en surveillance les différences. Donc vous mettez, normalement, vous faites une fonctionnalité PHP qui n'est pas du tout censée changer l'interface. Et si jamais votre diff d'image montre que c'est bizarre, le tableau il n'a plus la même tête, vous, ça peut vous alerter sur est-ce que j'aurais pas cassé autre chose. Et ça, pareil, c'est fait automatiquement. Il faut se dire que l'humain est très mauvais sur la répétition d'une même action. Si c'est vous qui testez le site à la main, vous en aurez très vite marre au bout de quelques jours. Laissez faire l'informatique ou les automates, ils sont très bons pour ça. Quelque chose, je suis sûr que vous ne testez jamais, malheureusement, surtout sur des sites e-commerce. Aujourd'hui, on est un peu à cheval entre du HTTP et du HTTPS, donc du sécurisé. On passe de plus en plus vers du 100% HTTPS, mais ce n'est pas encore le cas. Sauf qu'en développement, je suis à peu près sûr que vous n'en avez pas du HTTPS. Et moi, j'ai déjà vu sur des sites e-commerce, c'était la bascule HTTP-HTTPS qui faisait une boucle infinie. On n'arrivait pas à passer en HTTPS. Le client ne pouvait plus commander ou se connecter sur le site. Vous pouvez reproduire ça très facilement en développement. Vous prenez un certificat auto-signé. Dans la simulation du navigateur, vous lui dites que l'avertissement de sécurité, on s'en moque. Et vous pouvez tester si même ça marche, votre passage en sécurisé fonctionne. Pareil, c'est pas censé casser, et puis si dans 2 ans et demi vous avez une alerte là-dessus, au moins ça sera beaucoup plus simple de débugger, et vous n'aurez pas toute la boîte sur le dos parce qu'il n'y a plus de commandes sur le site. La métrologie, ça c'est quand déjà vous avez beaucoup de tests, essayez d'enregistrer quelque part le temps qu'il faut pour exécuter chacun de ces tests. Vous allez pouvoir à partir de là faire des tests de régression ou de gain de performance. Quels sont donc tout simplement, est-ce que votre code est plus efficace qu'avant, est-ce qu'il est moins efficace qu'avant? Là-dessus, faites attention à une chose, c'est le jour où vous changez le serveur de testing. Moi, je l'ai déjà vu, en matin, un développeur était comme un fou parce que son code allait 30% plus vite selon les tests. En fait, c'était juste la machine qui avait été changée et qui était plus rapide. Donc évidemment, comparez ce qui est comparable. Les standards de développement. Donc la manière dont vous allez coder, est-ce qu'on met des espaces ici, des retourlignes ici? Si vous mettez 10 développeurs dans un bar et que vous voulez qu'ils ne ressortent pas tous vivants, vous pouvez lancer le débat. La bonne indentation, c'est combien d'espace? Ou est-ce que c'est une tabulation? Ça fait toujours son effet. Pareil, en vrai, on s'en moque complètement. Ce qui est important, c'est que tout le monde suive la même démarche. Et c'est là où le premier développeur qui arrive dans la société, il a un avantage, c'est qu'en général, c'est lui qui choisit. Vous pouvez aussi suivre tout simplement le standard qui a été adopté par le framework que vous utilisez. Si vous utilisez du Symfony 2, suivez le standard suivi par Symfony. Si vous utilisez d'autres frameworks, comme ça fait autant, ça fait moins de boulot. Et surtout, il faut suivre en standard, quel qu'il soit. Si vous avez envie de dire que c'est 2 tabulations l'indentation, si vous voulez, c'est moche, mais si vous voulez. La mise en production. Donc merci PowerPoint de m'avoir raté les animes, comme ça vous avez les réponses, mais je pense que de toute façon vous saviez très bien à quoi ça ressemblait. J'utilise en tag Git, dûment testé et approuvé pour la mise en production, c'est important. Mise en production égale tag. Vous avez une version, ok, la mise en production c'est la version 1.2.4. Ça permet des choses vachement simples, c'est que les gens qui ont utilisé votre interface, ils ne sont pas tous développeurs. Si jamais il y a un bug sur la version en production, ça arrive, c'est plus facile pour lui de vous dire j'ai un bug sur la version 1.2.4 parce que c'est écrit en bas dans tel endroit et il y a ça qui ne marche pas. Pour vous, c'est beaucoup plus simple de voir
et de retrouver plutôt que c'était la version du 24 janvier à 16h32. Même si vous pourrez la retrouver, mais c'est tout de suite beaucoup plus rapide. Nous, on a une bonne habitude en interne, mais ça après, c'est vous qui voyez si c'est adapté ou pas. À chaque fois qu'on fait une release en production, on envoie le changelog à tous les gens techniques qui sont susceptibles d'utiliser l'interface. Comme ça, il leur arrive de revenir en disant « Alléluia, tu m'as enfin corrigé ça fait 4 semaines que je le demande, c'est génial, mais au moins ils sont au courant. » Pour un profil technique, évidemment, mais ça vous permet de générer ce genre de choses. Avec les outils dont on a parlé avant, les Jenkins, etc., ça peut se faire assez facilement, voire même automatiquement. Une mise en production, par pitié, c'est jamais en vendredi, ou même en pire, en vendredi soir, et encore moins parce que le patron insiste. Alors c'est facile, moi je suis patron, donc c'est facile, je comprends vous, on vous pousse, il faut absolument que ce soit en ligne pour ce week-end, il faut savoir dire non, il faut savoir leur expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'après, ça va être la crise de nerfs, parce que tout le monde part en week-end en train et ne sera pas disponible. Également, vos différents interlocuteurs qui peuvent vous aider en cas de souci, votre hébergeur, je ne sais pas quelle personne tierce, il n'y a plus personne de disponible, vous allez complètement rater si jamais il y a un souci. Les meilleurs créneaux, c'est en fonction des sites, soit en matin très tôt, soit par exemple le dimanche soir, sur certaines infra B2B, ils aiment bien faire ça le dimanche soir, comme ça ils ont un peu de temps, donc les gens arrivent le lundi matin s'il y a un souci. Évidemment, toujours préparer un scénario de retour arrière, le terme anglais étant évidemment le rollback, vous serez bien content, ça sert peut-être qu'une fois sur 100, mais le jour où vous l'avez parce que vous avez tout cassé, vous êtes bien content de pouvoir dire « Oh là là, marche arrière toute, je vais gagner un petit peu de temps et ça va me permettre d'être plus serein là-dessus. » Et avant toute chose, vérifiez que vous avez une sauvegarde de vos data, de votre code évidemment, parce que si votre mise à jour elle consiste à supprimer une colonne dans une certaine table de base de données, la fonction de rollback elle ne va pas les inventer. Donc voilà, il faut quand même avoir une sauvegarde de données avant, ça vous mettez ça en place pareil avec votre partenaire, ou si c'est vous qui gérez les serveurs, insistez, ou même lancez une sauvegarde avant de faire une mise en production rapide. Alors voilà, je vais vous parler de quelques pots de banane avec PHP MySQL, ça c'est vraiment purement mon expérience, c'est du web. Je suis sûr qu'il y a des choses qui peuvent s'adapter dans d'autres technos, mais c'est vraiment quelques points clés. Les problèmes liés à PHP que vous pouvez rencontrer, ou j'ai beaucoup rencontré. À partir de 5.5, il y avait ce qui s'appelle en opcache. En opcache, c'est ce qui transforme votre code que vous avez écrit qui est lisible de PHP en des instructions pseudo-machines. Avant 5.5, vous avez dû entendre parler de APC. APC avait une certaine manière d'enregistrer la concordance entre tel nom de fichier devient tel code en opcache. À partir de 5.5, on est plutôt passé sur opcache, qui est un moteur qui est jugé plus performant. Par contre, il ne le stocke pas du tout de la même façon. Qu'est-ce que ça peut changer pour vous? Si jamais vous faites une mise en production et que vous vous rendez compte que bizarrement, il semblerait que ce soit l'ancien code qui soit exécuté, ça peut être un indice. Parce que peut-être que opcache n'a pas détecté que le fichier avait changé et n'a pas lancé le rafraîchissement de ces datas. Notamment sur tout ce qui est système de fichiers partagés, les NFS, etc. Voilà, ça peut faire tilt, ça peut venir de ça. La taille des entiers en PHP, alors il paraît que c'est fini à partir de PHP 7. Si vous avez testé sur des plateformes 32 bits, 64 bits et après des choses un petit peu particulières, et des fois les entiers c'est 32 milliards et puis des fois c'est autre chose. Et puis voilà, vous pourriez y avoir sur les très très grands nombres des petits problèmes de compatibilité que vous n'avez pas anticipé avant. D'où l'intérêt de la pré-production. Vous avez normalement une plateforme qui est très très proche, vous auriez pu anticiper ces petits problèmes. Essayez dessus les mises à jour PHP, ça paraît tellement trivial de le dire, mais ça va bien en le disant quand même. Normalement, maintenant, c'est 1 mineure par an, et les maintiens de bugs, c'est environ 1 à 2 versions en arrière. En fait, ça va très très vite, mais essayez de maintenir ces mises à jour, également en termes de fonctionnalité, mais surtout de performance. Chaque version est plus performante que la précédente, donc essayez d'en tirer parti. Xdebug, que vous utilisez peut-être, qui est pour du log ou votre gestionnaire, voilà, un petit peu de débugage, jamais activé en production. Juste de l'avoir en production, il y a une dégradation des performances. Donc vous ne l'activez pas du tout. Normalement, ça, vous avez dû le tester avant. Et le profiling en prod. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de comment on fait Facebook. Je vous ai dit juste avant que Xdebug, ça impactait vos performances. Par contre, vous aimeriez bien avoir un vrai suivi de quelles sont vos performances en production sur un set de clients tout de suite beaucoup plus important que vous tout seul sur votre machine. Facebook utilise un petit outil qui s'appelle XHProf, qui fait beaucoup moins de choses, qui va juste vous dire le temps passé dans chaque classe ou chaque fonction PHP. Juste activer XHProf, il n'y a aucune dégradation de perf. Et ce que fait Facebook, c'est une requête sur 1000 ou une requête sur 10 000, pof, il l'active sur le visiteur. Et il remonte cette information-là dans une interface unifiée avec des traitements.
Et eux, ça leur permet de suivre chaque cycle de mise à jour, est-ce qu'on est sur les mêmes temps de réponse pour les visiteurs, et surtout d'identifier les bottlenecks dans le code. Ça demande un petit peu de boulot pour être mis en place, mais commencez un petit peu à utiliser l'outil. Pour le MySQL, n'oubliez pas que quand vous testez un site, vous êtes tout seul dessus. Votre base de données, elle va forcément bien réagir. Alors passez les tests de syntaxe, évidemment, ça on n'y peut rien, mais sinon vous êtes tout seul, faites attention, il peut y avoir une différence de comportement là-dessus. Vous pouvez essayer de faire ça avec des tests de charge. Avant la mise en production, c'est tout de suite un peu plus compliqué, un peu plus lourd, mais essayez d'anticiper ça. Faites attention, évidemment, le stockage, le cache, la configuration d'une base de données est hyper différente entre du dev et de la production. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des gens compétents, experts, ou vous renseigner tout simplement, Google peut déjà être très très bien. La configuration entre développement et prod, pareil, normalement, c'est des accès séparés, c'est dans des fichiers de configuration qui sont séparés, et surtout les accès, les credentials, MySQL, votre login, votre mot de passe, ne sont normalement jamais versionnés dans Git. Je ne dois pas trouver de commit avec le mot de passe, Toto, Tata, etc., ou même une chaîne aléatoire. Ça ne doit jamais apparaître dans le Git. Normalement, c'est un propre à chaque développeur, parce qu'on a dit au début qu'ils avaient chacun leur plateforme, ou alors sur la plateforme de testing, dans les process de test. Et pareil pour la production, d'un point de vue sécurité, c'est pas beaucoup, un nombre de personnes limité qui a vraiment accès à ces fichiers-là qui sont directement sur la production. Ça vous évitera de faire des erreurs du genre vous êtes en local, vous dites tiens j'aimerais tester sans le mode super verbeux des logs, je vais passer en mode production sur mon serveur local et pouf vous allez commencer à taper sur la prod. Déjà vu. Le tuning de la production par pro, après évidemment chacun a besoin de sa sauce. Dans les derniers points, à ne pas oublier, la documentation de votre code, on ne digérera jamais assez, vous remercierez avec le temps. Le wiki interne pour éviter de se faire déranger à 2h du mat, parce que vous allez coder ça, que personne n'y comprend rien, que c'est tombé en panne. Il n'y aura jamais assez de documentation en vrac. La to-do, vous la verrez très très vite d'un point de vue timing. Ce qu'il ne faut pas oublier tout ça, c'est que normalement ça ne doit pas rajouter de la lourdeur dans vos process, tout ce que j'ai expliqué. Il faut garder l'adage release early, release often. Donc des mises à jour régulières, souvent, le plus tôt possible, mais en damage control. Donc normalement, si tout ça c'est automatisé, ça doit aller très très vite. Vous pouvez sans problème avoir des cycles de release à 1 fois par semaine, et même beaucoup moins si tout ça, c'est de l'automatisme, ça va extrêmement vite. Merci à tous.